Une trentaine d'intervenants sont intervenus pour des ateliers, spectacles gratuits et diverses animations ce dimanche 26 août 2018. Cela s'est passé au manoir de Courboyer sur le site de la maison du parc naturel du Perche, sur la commune de Nocé. Une trentaine d'intervenants avec des ateliers, des jeux en bois, un spectacle et d'autres animations comme des balades en trottinette électrique, des vélos carrément démantibulés qui ont fait rire petits et grands, ainsi que du tir à l'arc, ou encore la découverte de l'univers des radioamateurs. À noter aussi la présence d'auteurs et de dessinateurs, ou encore d'artisans locaux, comme un vannier. Et vous pouviez aussi goûter des insectes grâce au stand de la bonne nourriture écologique qui était installé juste à côté des escargots de la colline, où l'on pouvait découvrir du savon à la bave d'escargot. Une centaine de visiteurs ont donc répondu présent à cette journée qui s'est déroulée sous le soleil. Et de plus, chose assez rare pour être soulignée, toutes les animations, hormis le tir à l'arc et les balades attelées, étaient gratuites. On écoute Véronique qui nous vient de Condo et qui s'occupe des escargots de la colline, qui nous parle de son activité. Donc bonjour Véronique. Alors Véronique, est-ce que tu peux te présenter et ce que tu fais? D'accord, alors oui, effectivement, je m'appelle Véronique, j'ai 30 ans aujourd'hui et comment ça se passe? Je suis depuis 6 ans maintenant sur la commune de Condo. Et alors toi, tu as donc des escargots de la colline, donc tu fais l'élevage d'escargots. Je fais l'élevage d'escargots depuis 6 ans, je ne sais pas du tout quoi te dire. J'élève des gros gris. Et donc tu fais du savon à la bave d'escargot? Oui, alors les cosmétiques, effectivement, ça fait maintenant 2 ans qu'on les propose à nos clientes. En fait, ce sont des clientes, des femmes qui en avaient entendu parler, notamment à la radio ou à la télé, et qui nous demandaient quand est-ce qu'on allait aussi nous-mêmes en faire. Donc l'idée est partie de nos clientes, pas de nous. Et ensuite, ce sont des savonniers qu'on a rencontrés sur des marchés régulièrement. C'était devenu des amis et on leur a fait le challenge de pourquoi pas allier nos deux produits. Donc ils ont commencé par nous faire des savons avec de la bave d'escargot dedans. Et ça a beaucoup de succès parce que savoir que c'est de la bave d'escargot, c'est pas un petit peu que tout le monde quand on a les escargots, ah c'est de la bave, c'est répugnant un petit peu. Alors oui, effectivement, j'ai les deux aspects. Je vais avoir aussi des gens, soit qui sont complètement
contre ça, qui trouvent ça effectivement, comme tu le dis, répugnant et qui n'ont pas envie d'essayer. J'ai l'autre aspect complètement contradictoire avec les gens qui sont convaincus que la bave d'escargot est vraiment bénéfique pour la peau, vraiment régénérant. Et je vais avoir des clients que j'ai même pas besoin de convaincre, qui sont déjà convaincus par la pub qu'ils ont pu voir ou sur internet, la télé ou à la radio. Et en fait, c'est à quelle propriété le savon à la bave d'escargot? Alors la bave d'escargot, on va surtout l'utiliser pour ses bienfaits cicatriciels. En fait, la bave de l'escargot est là pour aider à la multiplication cellulaire. En fait, dans la bave de l'escargot, on va retrouver 3 molécules et des protéines notamment, 3 protéines particulièrement intéressantes. On va avoir le collagène qu'on construit naturellement, enfin qu'on fabrique, mais qui diminue avec l'âge. On va avoir aussi l'élastine, qui elle aussi diminue aux alentours de l'adolescence. Et on va avoir les allantoïnes, c'est un accélérateur de multiplication cellulaire, d'où l'aide à la cicatrisation en fait. Donc c'est surtout cette alliance de ces 3 protéines qui est particulièrement intéressante pour nous, étant donné que sur les 3 protéines, il y en a déjà 2 qu'on ne fabrique plus, et la 3e qui va vraiment rebooster la régénération cellulaire. Le produit, vraiment, la bave de l'escargot est naturelle, hein, ça sort d'un animal. Après, les savons sont faits par des savonniers, donc tout est local. Les savonniers sont à Bélem, la savonnerie de la Chapelle. Ils sont pro-bio, pro-naturels. Ils n'utilisent que des produits naturels, il n'y a aucun conservateur chimique dedans. Et pour la crème a été fabriquée dans un labo à côté de la Ferté-Vidame. Donc là aussi, pro-bio, pro-naturel. On n'a que des produits naturels, donc non, il n'y a pas de contre-indication à l'utiliser. Et en plus du savon, il y a d'autres produits qui sont faits à la bave d'escargot. Alors nous, pour notre part, on a le savon, la crème, et effectivement, il va y avoir un vieux sirop qu'on utilisait déjà il y a fort longtemps, l'hélicidine notamment. Après, d'autres produits, il doit y en avoir, mais je ne les ai pas en tête. Mais oui, effectivement, ça commence à se démocratiser de plus en plus et on commence à utiliser de plus en plus régulièrement et de façon récurrente la bave d'escargot. Vous avez des gélules de bave lyophilisées qu'on trouve maintenant en pharmacie pour essayer de lutter pour l'arthrose, pour réduire, pour désenflammer les problèmes d'arthrose. Donc ton élevage se trouve à Condo, c'est ça? À Condo, oui, c'est ça. Donc on peut le visiter ou alors les non? visites sont possibles de juin à septembre. Il suffit juste de nous appeler en fait pour prévoir ça. Voilà, un petit texto ou un petit coup de fil histoire qu'on puisse prévoir vraiment l'échange. On peut nous retrouver sur la page, on a une page Facebook, donc les escargots de la colline, on peut nous retrouver sur cette page. Après, où est-ce qu'on peut nous retrouver? Les produits, on peut les retrouver à la ferme directement. Cosmétiques comme produits transformés aussi. Les produits transformés en grosse période, la période de Noël. Pareil à la ferme, on fait des marchés aussi un petit peu à droite à gauche et on est aussi dans les grandes surfaces notamment, donc principalement les Leclerc et les Inter. D'accord. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas forcément, qui sont un peu short niveau timing pour préparer les repas de Noël. Ok. Voilà, on facilite les gens pour quand ils ont besoin de faire des courses et ils ont la possibilité d'aller prendre nos escargots. De trouver sur place, voilà. Autre rencontre très intéressante avec le monde des radioamateurs et l'association Adrazec 61. Nous avons pu tester une recherche de balises avec du matériel créé par ces bricoleurs passionnés de télécommunications. Donc alors expliquez-moi ce que vous avez fabriqué et à quoi ça va servir. Alors du coup c'est une antenne en fait, alors on dirait pas comme ça parce qu'elle est faite qu'avec du matériel qu'on peut trouver tous les jours en fait. Donc du tube d'électricien, un mètre ruban. Donc le mètre ruban en fait sa petite particularité c'est que ça se plie en fait, donc c'est plutôt sympa quand on va dans les arbres. Ce type d'antenne en fait c'est une antenne directive, donc elle va nous indiquer un peu une direction en fait. Je vais vous expliquer un peu comme ça comment ça marche un peu plus tard. Mais du coup l'avantage en fait c'est qu'elle est faite avec rien, comme vous pouvez constater, et ben elle fonctionne. Vous voyez, on a une direction en fait.
Donc en fait, la petite histoire, c'est que là c'est l'arrière de l'antenne, là c'est l'avant. On a vu qu'on entendait le signal par ici, donc du coup c'est forcément par là. L'objet est par là-bas. Tout à fait, je vous invite à la chercher. Oui, c'est ça. D'accord. Là on va chercher une balise, en fait c'est une réplique en fait du bruit d'une balise de détresse. Alors ce n'est pas du tout les mêmes fréquences bien sûr, sinon on aurait quelques petits problèmes, et la puissance a été volontairement limitée. Puisque là on est dans un petit cadre pas très grand, en vrai ça a quand même une portée de plusieurs kilomètres effectivement. D'accord. Okay. Bon, on va aller chercher ça et puis on va voir si on la trouve, n'est-ce pas Kevin? Je te laisse, tu me tiens ça, Ouais. Et puis moi je vais m'occuper de chercher la balise. Vas-y. Voilà. Je t'invite à tenir l'antenne. Donc du coup en fait, ça c'est l'arrière de l'antenne, ça c'est l'avant. On va faire un petit tour de ça. Donc là, on entend quelque chose dans le fond, on est d'accord. Si on se déplace, hop, allez-y. Là on commence à la perdre. Ok, là on l'a plus. Alors on revient. Là on la reprend. Ah oui, Et là on commence à la reperdre. Donc en fait, c'est que la direction elle est plutôt par là. Voilà. Alors au tout départ, il va falloir maintenir la touche Moni parce qu'en fait, on est assez bas. Et du coup, en fait, ça ne déclenche pas le squelch. Donc c'est pour sauter le squelch manuellement. Quand on sera assez près, vous inquiétez pas, après ça sautera tout seul. Voilà, voilà. Bon bah ça marche, on vous ramène ça tout de suite. Ça marche. J'ai avec vous. Ok, d'accord. Parce que c'est chronométré quand même. Ok, donc là j'appuie en attendant. La Hein. petite touche, il faut appuyer assez fort parce qu'elle est un peu capricieuse. D'accord. Ouais. C'est parti. Ah là je sens qu'il est pas. Ouais. Arrêtez-vous, ici là par exemple, vous faites, appuyez bien sur la touche et faites bien le tour sur vous-même. Vous voyez là on va faire. Il est par là. Ouais, il est par là. N'hésitez pas si vous voulez. Je suis sûr qu'il est là. Le signal commence à augmenter. Bravo. Et là, vous allez retrouver le savon vétinaire. C'est quoi le savon? Regarde sous le. Ça m'étonnerait. Voilà. De là. Fasse le tour. Appuie. Là on commence à l'entendre de partout en fait. Donc la subtilité de l'antenne c'est laisser-vous faire. Hop, allez-y, vous voyez. Donc on n'est plus du tout dans la bonne direction. Non, non, laissez-le descocher, je pense. Ouais, ok. Voilà. Allez-y, tournez sur vous-même encore. Vous voyez, on l'entend beaucoup plus par là. Ouais. Parce que là en fait, le fait de la coucher, ça atténue le signal tout seul. Il serait bien caché dans un panier. Ah. Je dirais peut-être pas un panier. Ouais, je pense qu'il doit être. Je l'ai trouvé. Hein, il doit être par là. Hein. Oui, il est par là. Je suis d'accord, on est d'accord. Oui, on est d'accord, oui. Oui, on le voit, oui. C'est ça. Voilà, exact. Et 2 minutes 37. Ok. Et voilà. Ok. C'est ça qu'il fallait chasser. Et ben voilà, on a chassé le renard. C'est ça. Voilà. Vous faites partie d'un club de radio amateur et à quoi ça sert d'être radio amateur? Alors en fait, le radioamateurisme, en fait, c'est un loisir technique qui permet de contacter des gens du monde entier par divers moyens autres, enfin, que de la radio en fait. Mais on peut les contacter soit en HF, VHF, soit en HF en direct, soit par satellite. On a beaucoup de choses qui peuvent être expérimentées. Mais c'est un loisir technique très ancré autour de la radio en fait. Beaucoup de bricolage perso, comme cette antenne que vous pouvez voir. Cette balise, ainsi de suite. On fabrique nos antennes, on fabrique beaucoup de choses. Mais c'est beaucoup d'expérimentation aussi et d'essais. Il y a beaucoup de choses qui existent dans la vie de tous les jours. On pourrait parler du Wi-Fi par exemple, qui existe grâce aux radioamateurs en fait.
Voilà un petit peu le concept du radio-amateurisme. Oui, c'est pas fait vraiment que pour s'amuser, que pour passer le temps. On peut dire que c'est vraiment utile dans la vie de tous les jours. Entre autres, par exemple, si un jour il y a une grosse panne pour les transmissions, vous serez là pour prendre la relève. Effectivement, donc il y a les radioamateurs d'un côté, il y a une petite partie aussi qui existe, qui sont affiliés à la sécurité civile. Donc moi je fais partie. Effectivement, on a deux missions dans ces cas-là. C'est la recherche d'aéronefs en détresse, notamment suite à un crash, une valise de détresse à bord. On est chargé d'emmener des secours en fait au niveau de cette valise de détresse. On va faire écouter une réplique ici, là. Ça ressemble à ce bruit-là en fait. Voilà. C'est une réplique de la balise 121.5 qui est très connue, appelée Joliette. Et du coup, notre deuxième mission en fait en tant que radio-amateur au service de la sécurité civile, c'est aussi d'assurer les liaisons radio quand plus rien ne fonctionne. En fait. Vous attendez à ce qu'un jour plus rien ne fonctionne, ou alors ça paraît de la science-fiction de dire qu'un jour... Alors je vais être très honnête avec vous, on ne souhaite pas que ça arrive bien entendu, on préfère s'entraîner et 20 000 fois avoir un entraînement comme ça qu'une situation réelle arrive. Malheureusement les faits ont montré qu'une tempête, notamment dans le sud de la France il y a quelques années, sont capables de bien paralyser les secours. Effectivement mes collègues du sud de la France ont beaucoup œuvré pour de manière à rétablir les réseaux le plus rapidement possible. Donc ça peut malheureusement arriver, bien sûr on ne le souhaite pas. Alors donc être radio-amateur aussi, c'est essayer de découvrir le monde, de parler avec n'importe qui dans le monde entier. Oui, effectivement, un de mes plus beaux souvenirs radio, en fait, j'étais dans ma voiture, je m'étais arrêté sur une aire de repos d'autoroute, donc je descendais sur l'autoroute de Rennes, et je m'étais arrêté sur une aire de repos à La Gravelle, en fait. Et j'avais mis mon émetteur-récepteur de voiture, et là, à ma grande surprise, j'ai pu discuter à peu près 1 heure avec un Japonais, ce qui était forcément sympa. Lui, il était complètement content parce que c'était un mobile et ainsi de suite. Et en plus, il était sur une île à côté du Japon. Donc, ouais. Il y a un phénomène... Enfin, au niveau radio-amateur, en fait, il y a un challenge qui consiste à contacter les îles. Ça s'appelle les Yota. Il y a la même chose qui existe aussi avec les sommets. Un autre souvenir de radio, en fait, en 2016, j'ai eu la chance avec des amis radio-amateurs de pouvoir faire le sommet du Mont Blanc avec quelqu'un de très expérimenté, que je remercie beaucoup. Et on est monté là-haut avec notre matériel radio et notre matériel d'alpinisme d'ailleurs, et on a pu réussir à faire des contacts dans toute l'Europe et un peu dans le monde aussi, avec du matériel assez portable, très faible puissance, mais ça a largement fonctionné sur le toit de l'Europe en fait. C'était assez sympa et on a passé un bon moment. Un autre souvenir aussi qui peut montrer que des fois le radio-amateurisme peut être ouvert à plein de choses. On a réussi par le biais du Radio Club en fait à contacter Thomas Pesquet à bord de la station spatiale pour le collège de Belém en fait. Donc c'était moi l'opérateur radio principal. Donc du coup ça a été un projet qui a été très long et qui a nécessité beaucoup de travail. Mais honnêtement, vu le résultat, vu le sourire des enfants et le nombre de remerciements qu'on a eu, lancez-vous. C'est vrai que c'est une belle récompense quand même de tout de suite le choper et de discuter avec, ça doit être quand même quelque chose, quoi. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup, c'est du spatial, donc c'est des contraintes techniques, donc on maîtrise au niveau radio-amateur, mais il y a quand même du travail, il faut se familiariser entre l'effet Doppler, l'absorption de la couche, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'il faut travailler, mais c'est pas instable, hein. Il y a beaucoup de satellites en fait qui sont lancés et ouverts à la fin du radio-amateur. Après, on dispose, je dirais maintenant, peut-être une vingtaine, trentaine de satellites. Donc on peut très bien s'amuser avec du domaine spatial, on peut très bien faire des écoutes d'astres, on peut écouter le soleil, on peut écouter beaucoup de choses en fait. Voilà, c'est en fait, le radioamateurisme c'est tellement vaste en fait niveau radio qu'on peut faire autant. Moi j'écoute beaucoup, j'aimais pas souvent. Il y en a beaucoup qui vont plus émettre beaucoup en HF, d'autres en VHF, c'est très très large et très ouvert. En fait. Quelle base de prix on peut commencer pour pouvoir se faire plaisir? Est-ce que c'est quand même réservé à des gens qui sont assez aisés? Alors, tout dépend en fait de ce qu'on veut faire et ce qu'on a envie de faire. En toute honnêteté, si on veut commencer sereinement, il faut déjà écouter par faire beaucoup d'écoutes, pour voir un petit peu, se familiariser. Un récepteur, honnêtement, c'est pas si cher que ça. Après, on apprend à le domestiquer, à s'en servir. On s'intéresse un peu à la technique, on peut fabriquer ses antennes. Il y a beaucoup de documentation qui existe sur Internet. Donc au final, si on veut vraiment débuter, déjà, l'écoute, je pense, c'est primordial. En écoutant, déjà, on apprend un petit peu beaucoup de choses, la technique. On va se rendre compte que si on utilise tel type d'antenne, on entendra mieux tel type, ainsi de suite. Donc je pense que l'écoute est primordiale, l'écoute n'est pas si chère. Après, c'est sûr que si on veut le matériel radio-amateur le must du must, ça peut commencer à avoir un coût. Personnellement, moi j'ai débuté, c'était un radiotéléphone de récupération tout bête qui était dans une poubelle,
parce qu'en tant que radioamateur, on fait beaucoup d'expérimentation et que j'ai réhabilité sur les bandes amateurs. Ça a été mon premier poste VHF qui a dû me coûter au final une quinzaine d'euros. Ah ouais. Donc voilà, après c'est de la technique, il faut s'y intéresser. Si on s'y intéresse pas et qu'à la technique ça arrive, hein, mais qu'on veut faire des contacts dans le monde, là par contre effectivement ça peut demander un budget plus très cher, puisque un appareil pour faire les HF, VHF, UHF, en d'occasion on peut compter entre plus bas de gamme 400 euros. Ça peut monter à plus de 1000, 2000, 3000. Ok, Les ouais. prix sont là, quoi. Nos limites si on va avoir du beau matos, quoi. C'est ça. Après, je pense que si on bricole beaucoup, on peut arriver à faire des choses bien sympas. Ça m'est arrivé de faire des contacts satellites avec juste une antenne comme ça qui était juste vibrante. Ah ouais. C'est pas tout à fait celle-là, mais Ah ouais. il suffit juste de tenir à la main et d'avoir le satellite qui passe juste au-dessus de soi. Il n'y a rien qui vous arrête. Avec un pocket 5 watts, ça marchait très bien. Et bilan, à part le poste qui devait coûter une trentaine d'euros, le reste, en toute honnêteté, l'antenne, peut-être pour 10 euros. D'accord. Ça permet de faire toute l'Europe en VHF, UHF. Ok. Alors pour ceux que ça pourrait intéresser de devenir radio amateur, est-ce que on peut rentrer dans votre club comme ça, vous contacter et puis donc n'hésitez pas à donner les coordonnées si, Bien sûr. Alors, si ça faut peut regarder, intéresser donc, du monde. Nous, en fait, on est un groupe de radioamateurs. On a un club, en fait, qui est OK rattaché à la sécurité civile, mais on donne des cours pour tout le monde, en fait. Vous avez un site internet où on peut vous contacter? Oui, alors c'est www.adrasec, ADRASEC 61, je crois que c'est .fr.